Alors, on corrige une petite série d'exercices sur l'arithmétique pour pouvoir permettre à ceux qui font cela chez eux de s'en sortir, puisque vous avez bien compris que c'est un chapitre où on travaille un petit peu différemment, hein, c'est-à-dire que certains vont faire chez eux certaines parties, d'autres parties, puis certaines vont être faites de toute manière en classe parce que je juge qu'il faut absolument qu'on les voit en classe, mais disons que ce qui est faisable chez soi, certains le font en classe, certains le font chez eux. Bon, bref. Donc là, on a une petite série. Une bonne série même, 17, 18, 19, le A et le B du 20, le 21, le 22 et le A du 23. Heureusement, ce ne sont pas des exercices très longs, donc bon, ça va bien se passer quand même, mais c'est vrai qu'il y en avait quand même pas mal. Alors, donc, on avait justement le 17. Alors, c'était basé sur essentiellement le tuto 2, hein, c'est-à-dire celui où je vous explique ce que c'est des nombres premiers entre eux. En gros, c'est ça, hein, les exercices sont basés là-dessus. Et donc, on voit finalement, on passe un peu en revue qu'est-ce qu'on peut attendre de vous à partir de ça. Et il y avait des petites propriétés aussi, hein, avant ça, qu'on va utiliser. Donc le 17, justement, on vous donne des nombres écrits à l'aide d'un paramètre n, et on vous demande de montrer qu'ils sont premiers entre eux, quel que soit le n. Donc ça revient à montrer que PGCD vaut 1, justement. Alors je vais l'écrire, ça déjà. Donc cela revient à montrer que le PGCD de A et B, pardon, égale 1. Et du coup, on se lance. Alors nous, ce qu'on sait bien faire, c'est utiliser les relations, enfin les combinaisons en fait entre A et B pour faire baisser le PGCD. C'est le lemme d'Euclide, ça. Donc, oui, on va partir donc de 21n plus 4. On peut dire que c'est une fois B, donc une fois 16n plus 3 plus 5n plus 1. Ensuite, j'ai 16n plus 3 qui est égal à, alors combien je vais en rentrer 3. 3 fois 5n plus 1 plus n. Oui, c'est ça. Et donc après, dans 5n plus 1, il rentre 5 fois n plus 1, justement. Donc c'est ça qui va faire marcher l'histoire, hein. Puisque là, si je continue encore, j'ai n égale 1 fois n plus 0. Bon, bref, le dernier reste non nul, c'est 1. Alors après, encore une fois, là, on ne peut pas forcément prouver qu'il s'agit bien des restes. Enfin, on pourrait le faire, mais c'est un peu long. Donc plutôt que de partir vraiment sur le vrai algorithme d'Euclide et en déduire que c'est le PGCD qui vaut 1, on utilise vraiment en fait, le lemme d'Euclide en soi. C'est-à-dire qu'on fait baisser finalement à chaque fois ce qui est à l'intérieur du PGCD. Donc j'avais 21n plus 4, 16n plus 3, qui est égal du coup au PGCD de 16n plus 3, 5n plus 1, qui est égal au PGCD de 5n plus 1 et n, qui est lui-même égal au PGCD de n et 1. Et donc c'est forcément 1. Voilà, donc en effet, A et B sont premiers entre eux. Donc ça, c'est des petits exercices qui ressemblent énormément à ce qu'on a fait dans la toute première partie, hein. Simplement, on a mis un mot de plus, le mot premier entre eux, qui correspond en fait à un calcul de PGCD. Le 18, c'était la même idée, sauf que c'est présenté différemment, c'est présenté avec des suites. Ça peut faire peur, mais vous allez voir que c'est pas plus difficile. On vous demandait de montrer que quel que soit le rang n, si je cherche le PGCD entre UN et VN, donc les termes de chaque suite, je trouve 1. Donc autrement dit, UN et VN pour un même n sont premiers entre eux. C'est ça qu'on vous demandait de démontrer. Donc, comment on va procéder? Déjà, on va essayer d'avoir les termes généraux des suites, c'est-à-dire l'expression fonction de n, pour savoir sur quoi on raisonne, quoi, finalement. Et c'est là qu'on va se rendre compte qu'en réalité, c'est assez simple. Puisque une suite arithmétique de raison 3 avec U0 qui vaut 5, vous avez normalement dans votre cours de SP, déjà en première, la formule qui vous dit que quand elle est arithmétique, UN vaut U0 plus n fois la raison. U0 ici, c'est 5, la raison, c'est 3. Donc j'ai 5 plus 3n. Donc en fait, UN, c'est 5 plus 3n. Donc ça ressemble quand même déjà à l'exercice 17. Hein. Mon A, c'est 5 plus 3n. Et maintenant, si je fais avec B, écrire Vn comme ça, c'est exactement d'écrire une suite arithmétique, justement. Puisque je suis en train de dire que chaque fois que je prends le précédent, je rajoute 4. Donc j'ai une raison additive. Donc c'est bien une suite arithmétique. Puisque à chaque fois, j'ajoute la même chose et la raison vaut 4. Premier terme, 7. Donc là, même idée, Vn est arithmétique de raison 4 et de premier terme 7. Donc, je peux écrire que Vn, c'est V0 plus n fois R. Autrement dit, Vn, c'est, donc V0, j'ai dit 7,
plus 4n. Voilà, donc en fait, ça revient à chercher le PGCD entre 5 plus 3n et 7 plus 4n, ce qu'on a l'habitude de faire finalement. Donc on y va, hein, 4n plus 7, donc là je prends Vn, je peux rentrer 3n plus 5 plus n plus 2. Ensuite, dans 3n plus 5, je rentre 3 fois n plus 2 moins 1. Donc, je peux déduire que le PGCD entre UN et Vn, c'est le même que le PGCD entre 3n plus 5 et n plus 2, lui-même égal au PGCD entre n plus 2 et moins 1, lui-même égal au PGCD entre n plus 2 et 1. Donc, ça vaut 1. Et donc, j'ai bien UN et Vn premiers entre eux. Donc, conclusion, UN et Vn premiers entre eux pour tout n. Voilà pour le 18, qui est donc, on est bien d'accord, en fait le même que le 17, à condition de bien traduire l'énoncé. Le 19, qui est encore la même chose en réalité, puisque qu'est-ce que ça veut dire qu'on a une fraction irréductible? Ça veut dire que je n'ai plus de diviseur commun différent de 1 entre le numérateur et le dénominateur. Parce que dès lors que j'en ai un, justement, je vais diviser, je vais donc réduire. Là, je ne peux plus si elle est irréductible. Et donc, c'est ça qu'on doit montrer. Là, je dis, elle est, bon, on ne sait pas encore. En fait, voilà, il faut montrer que si j'ai au-dessus n et en dessous 2n plus 1, donc par exemple 3 et en dessous 2 fois 3 plus 1, donc 7, j'ai tout le temps une fraction irréductible. Donc, cela revient encore à montrer que le PGCD entre n et n plus 1, c'est 1. Puisque ça revient à montrer que n et 2n plus 1 sont premiers entre eux. Bon, et là, c'est assez simple. 2n plus 1, c'est 2 fois n plus 1. Rien de très spécial. Donc, on peut déduire que le PGCD entre n et 2n plus 1, en fait, c'est le même que entre n et 1. Et donc, c'est 1. Donc, n et 2n plus 1 sont premiers entre eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de diviseur commun positif autre que 1. Et donc, on ne peut plus réduire la fraction, on ne peut plus diviser le numérateur et le dénominateur par un même entier différent de 1. Sont premiers entre eux et n sur 2n plus 1 est irréductible. Voilà qui traite donc les 3 premiers exercices. Après, alors le 20 A et B, c'était plutôt sur la petite formule qui avait été utilisée dans le cours. Je pense que l'ensemble d'entre vous avait compris, mais bon. Qui disait que si on arrive à déterminer facilement un diviseur de... Oui, d'ailleurs, je crois que j'ai mis des primes, je ne sais plus. Du premier nombre et un diviseur commun en fait, du premier et du deuxième nombre dans le PGCD, on peut, entre guillemets, factoriser le PGCD par k, par ce nombre-là. Et donc, on avait vu cette formule-là. J'ai peut-être même pas mis de prime, je ne sais plus. Enfin bon, peu importe. En gros, on peut faire baisser assez rapidement comme ça ce qu'il y a à l'intérieur du PGCD sans s'embêter avec l'algorithme d'Euclide. C'est ça l'idée. Après, attention, l'algorithme d'Euclide reste vraiment la technique parce que celle-là, elle fonctionnera tout le temps, même quand on ne voit pas un diviseur, même quand on n'a pas des nombres, parce que le souci, c'est quand vous avez des trucs avec des paramètres, c'est bien beau, mais on ne va pas pouvoir trouver un diviseur commun, donc il faudra passer par l'algorithme d'Euclide, comme on a fait jusque-là. Donc, c'est une technique, disons, qui peut marcher, mais qui ne marchera pas tout le temps. Donc, on fait quand même attention. C'est intéressant, on va le voir, c'est rapide, mais il faut quand même faire gaffe. Donc là, justement, on vous incitait à ne pas utiliser l'algorithme d'Euclide. Si je me rappelle bien, c'était ça l'énoncé. Voilà, sans utiliser ni la calculatrice, ni l'algorithme d'Euclide. Bon, vous pouvez néanmoins utiliser la calculatrice pour faire des divisions. Bon, en théorie, vous devez savoir les faire de tête, mais... mais bon, voilà. Alors, 656 et 312, si vous voulez vraiment faire de tête, vous pouvez à chaque fois faire des petites divisions. Vous pouvez diviser par 2. Après, en divisant par 2, vous vous rendez compte que ça se divise encore par 2. Donc, vous pouvez le faire, par exemple, par 4 directement. Je ne vais pas au-delà parce que je ne suis pas sûre qu'au-delà, vous ayez eu le réflexe. Voilà, par exemple, donc 656, c'est 4 fois 164. Et 312, lui, ça va être 4 fois 78. Ce qui veut dire que je peux dire, ok, c'est 4 fois le PGCD de 164 et 78.
Arrivé là, bon, je peux continuer. 164, alors 164, bah, ça se divise par 2. Est-ce que ça se divise par 4? Oui, ça se divise encore par 4. Et 78? Non. Bon, ok, donc on peut aller que par 2. Alors 164, du coup, si je divise par 2, bah, ça fait 82, oui, c'est ça. Et 78 divisé par 2, 39. Pardon, 2 fois. Donc je sors le 2, ça va faire donc 4 fois 2, du coup 8, fois le PGCD de 82 et 39. Et là, ben, alors si on veut le faire sans... Alors, évidemment, on pourrait le faire avec Euclide, mais ils vous disent de le faire sans Euclide. Donc vous pouvez dire que 39, donc les diviseurs de 39 positifs, bien sûr, de 39 sont 1, 3, 13 et 39. Malheureusement, bon, 39, c'est un nombre qui se décompose pas beaucoup. C'est pour ça que j'ai pas pris 82, parce que 82... Ah, quoique 82, c'est 41 fois 2. 41, ouais, ça aurait pu être intéressant aussi. Bon, peu importe, là, j'ai pris ça. Et en fait... attendez, on va mettre... Donc, positif est différent de 1, parce que 1, il sert à rien, et lui, de toute façon, il divise tout le monde. Donc, ce sont 3, 13 et 39, et ne divise pas 82. Ça veut dire que le seul diviseur commun qu'ils ont, c'est 1. Donc 8 fois 1, 1 pour le PGCD, donc de 82 et 39, et donc 8. Donc on trouve, vous voyez, le PGCD de façon assez simple. Bon, là, j'ai justifié, donc ça m'a rajouté une petite phrase, mais bon, c'est quand même assez simple, quoi, parce qu'on se ramène à des PGCD qui sont faciles à déterminer. Mais faut-il encore voilà, avoir la possibilité de décomposer nos nombres de départ avec des diviseurs communs. Avec 72 et 171, même idée. Alors 72 et 171, on voit que le critère de divisibilité par 9 fonctionne, puisque quand j'additionne les chiffres dans chacun des cas, j'obtiens un multiple de 9. Donc je sais que ça va être 9 fois quelque chose, alors bon, 72 c'est facile, 9 fois 8, et 171, ça va être 9 fois 19. Ce qui veut dire que j'ai donc 9 fois le PGCD entre 8 et 19. 19 est un nombre premier, donc il ne se divise que par 1 ou par 19, et 8 ne se divise pas par 19. Donc clairement, ça vaut 1. Donc car 19 ne divise pas 8, justement, et 19 est premier, donc on ne peut pas trouver d'autres diviseurs différents de 1. Donc 9. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut trouver d'autre comme calcul de PGCD, comme technique, en tout cas de calcul de PGCD, quand on a du numérique, quand on a des nombres qui ne dépendent pas de lettres, de variables, ni d'inconnus, ni de... Enfin bon, voilà. Alors après, donc on en arrive au 21. Bon, on avance petit à petit. Il nous reste 21, 22 et 23 petit a. Donc ça va, on va s'en sortir. Le 21. Donc là pour le coup, on n'a pas des nombres, justement. Donc là, on n'a pas de multiples communs, de diviseurs communs évidents. Donc on est bien obligé de le faire à l'ancienne. On nous demande donc le PGCD entre n plus 1 et n-1, n plus 2. Enfin, on nous demande, je crois qu'on nous donne et on nous demande de vérifier. Ah non, on nous le demande, c'est ça. Donc, bon, écrit comme ça, c'est pas évident, donc on va déjà les développer. Donc là, j'ai n carré plus n. n-1 facteur de n plus 2. Si je développe, ça me fait n carré plus 2n moins n moins 2. Donc ça fait n carré plus n moins 2. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un lien fort entre les deux. C'est quasiment les mêmes à moins 2 près. Donc là, on peut dire que, justement, ouais, en fait, là, j'ai carrément une écriture. Comme j'ai l'un qui s'écrit, je vais la refaire. Donc là, on est d'accord que si je mets en violet, je retrouve en fait le nombre, l'autre nombre. Donc en fait, j'ai une relation comme dans l'algorithme d'Euclide, où j'ai l'un qui est écrit comme un certain nombre de fois l'autre et un reste. Enfin, un autre truc à côté. Là, en l'occurrence, c'est pas un reste, c'est négatif. Mais voilà, un autre truc. Donc d'après le lemme d'Euclide, justement, je peux en déduire que le PGCD entre n-1, n plus 2 et n plus 1, il est égal au PGCD entre n plus 1, c'est-à-dire n carré plus n, là, et moins 2. Voilà, qui est le même qu'avec 2. J'aurais peut-être dû laisser un peu plus de place, là. J'ai mal anticipé. Donc, ça veut dire que ce PGCD, il vaut soit 2, soit 1. 1 ou 2. Alors là, il faut réfléchir un petit peu plus, parce que dans la question, on semble nous dire quand même
qu'il n'y a pas 50 possibilités. Enfin, quoi que non, ils n'ont pas trop précisé, je crois. Mais bon, moi, je le sais. Parce que, justement, il vaut 2 si 2 divise n fois n plus 1. Et si on réfléchit bien, quand je fais n fois n plus 1, c'est un nombre que je multiplie par le suivant. Quand je prends deux nombres qui se suivent et que je les multiplie, j'en ai forcément un des deux qui est pair. Donc le résultat est pair. Et donc divisible par 2. Ça veut dire que n fois n plus 1, c'est tout le temps divisible par 2. Donc ce PGCD ne pourra pas valoir 1. C'est rare, hein, en général on a les deux possibilités. Là, ce n'est pas possible. Donc car, je l'ai expliqué, hein, n ou n plus 1 est forcément pair. Donc, n fois n plus 1 est pair, et donc divisible par 2. Et donc, si tous les deux se divisent par 2, le PGCD, du coup, c'est au moins 2. Et ça ne peut pas être plus, puisque le deuxième nombre, c'est 2. Donc, c'est plafonné à 2. Donc, le PGCD vaut 2, exactement. Et on vous demande, après, que je reprenne l'énoncé, qu'est-ce qu'on peut en conclure pour les nombres? Alors, justement, ils ont repris les mêmes, ils ont divisé par 2. Bon, là aussi, c'est une propriété du cours qui vous dit que quand vous connaissez le PGCD de deux nombres, qu'on peut appeler D, par exemple, donc entre A et B, j'ai un PGCD qui vaut D, ça veut dire que déjà, il divise le nombre, donc je peux écrire le premier comme D fois A', le deuxième comme D fois B'. Mais en plus, on a une particularité, les deux nombres qui restent là à côté sont premiers entre eux, parce que justement, si jamais ils ne l'étaient pas, ça voudrait dire que D n'est pas le plus grand commun diviseur, puisqu'on pourrait encore le multiplier par un diviseur commun qui serait contenu dans A' et dans B'. Or, D, c'est le plus grand, donc forcément, dans A' et dans B', il ne reste aucun diviseur commun, différent de 1, bien sûr. Donc là, ce qui est intéressant, justement, c'est que quand j'écris n fois n plus 1 égale, comme le PGCD, c'est 2, 2 fois... Alors si je voulais mettre A', bon, c'est bête, mais 2 fois A, finalement. Vous voyez, de ça, je peux en déduire ça. A égale n fois n plus 1 sur 2, c'est n plus 1 égale 2 fois A. Là, même principe. Là, je suis en train de dire que n-1 fois n plus 2 égale 2 fois B. Bon, justement, d'après le cours, puisque 2, c'est le PGCD, donc or, comme le PGCD de nn plus 1 et de n-1 fois n plus 2, c'est 2, donc il est là, le PGCD. Alors, les nombres, les facteurs qui restent, donc A et B, c'est 1. Ils sont premiers entre eux. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire de ces deux nombres-là. On pouvait dire aussi autre chose que je n'ai pas dit, qu'il fallait dire, c'est qu'ils sont entiers. Et c'est important. Ça, c'est juste parce que 2 est bien un diviseur commun. Comme 2 est un diviseur commun, être un diviseur, ça veut dire que le résultat va être entier. Donc dans les deux cas, comme j'ai divisé par 2, qui est bien un diviseur, j'obtiens un entier. Voilà. Donc ils sont entiers et premiers entre eux. Voilà ce qu'on peut en déduire. D'accord, donc ça c'était le 21. Ensuite, alors on en arrive au 22 et au 23A qui sont des exercices, oui, je dirais des petits exercices types, parce que ces exercices, on va réutiliser finalement plusieurs choses qu'on a vues avant, mais qui ne sont pas forcément très difficiles. Ils peuvent faire peur un peu au début, mais c'est pas très très compliqué non plus. Alors l'idée, c'est qu'on vous donne un système qui utilise, en fait, on vous donne une relation entre A et B et on vous donne le PGCD de A et B. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Déjà, on va essayer de baisser les nombres au maximum parce qu'on va voir qu'en fait, on va avoir besoin de lister toutes les possibilités. Donc, plus vos nombres sont gros, plus ça va devenir compliqué. L'idée, c'est ça. Donc, quand on voit que le PGCD de A et B vaut 27, on se dit « Ah, mais chouette, ça veut dire que 27, déjà, c'est un diviseur commun. » Donc, je peux diviser les deux nombres A et B par 27, c'est ce qu'ils ont fait là, et obtenir des entiers. Donc, c'est grâce à ça qu'ils sont entiers. Donc, ils sont entiers car 27, disons, est un diviseur commun, puisque c'est carrément le plus grand. Déjà, c'est une première chose. Donc, comme ils sont entiers, ces deux nombres-là, on va pouvoir raisonner sur cela en arithmétique. D'ailleurs, bon, c'est vrai qu'en terminale, où visiblement ils tolèrent les écritures fractionnaires, normalement, on ne met même pas d'écriture fractionnaire dans les entiers. C'est-à-dire qu'on écrira plutôt que A égale 27 A' et B égale 27 B'. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de A' et B'? C'est exactement ce qu'on vient de faire dans le 21. Justement, comme 27, c'est le PGCD, je vais écrire la même chose, en fait. Comme 27 égale au PGCD de A et B,
ben, les deux facteurs qui restent A' et B' sont premiers entre eux. A' et B' sont premiers entre eux. Autrement dit, j'ai PGCD de A'B' égale 1. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout diviser par 27 dans notre système, puisque ben, ça s'y prête, puisque 27 est un diviseur commun. En plus, je récupère quelque chose d'assez simple à imaginer, parce que ce sera deux nombres premiers entre eux que je cherche. Donc, bon, ça marche plutôt bien. Et ce qu'on vous demande dans le B, je crois, hein, c'est de simplifier le système, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça. Donc, si je pars de mon système au départ, A plus B égale 216, et PGCD de AB égale 27, eh bien, voilà, je vais écrire justement mon A et mon B comme étant 27A' plus 27B' égale 216. Là, pareil. Donc jusque-là, ben ok, pourquoi pas, hein, c'est bien une équivalence, pas de souci. Du coup, je garde aussi l'équivalence, en fait, dans la toute première équation. Comme les choses sont bien faites, parce que si 216 n'était pas divisé par 27, il n'y aurait pas de solution, hein, tout simplement. Bon, là, évidemment, il y a des solutions. Donc, 216 est divisé par 27, ça fait 8. Donc, ça veut dire qu'ici, si je divise tout par 27, j'ai A' plus B' égale 8. Et le PGCD, rappelez-vous, je peux dire que c'est 27 fois le PGCD de A'B' égale 27. Et on va retrouver, en fait, le fait que A' et B' soient premiers entre eux, puisque si je divise tout par 27, je récupère bienA'B' égale 1. En PGCD, bien sûr. Voilà, et donc finalement, résoudre le système qu'on m'a demandé au départ, ça revient au même que de résoudre celui-là. Si je trouve A' et B', je trouverai A et B. Une petite remarque, je ne sais pas si c'était clair dans l'énoncé, le A et le B ne sont pas, enfin ça forme un couple donc de solutions qui n'est pas forcément unique, hein, il peut y en avoir plein. Hein. Il n'y en a pas forcément qu'une qui fonctionne. C'est bien le problème d'ailleurs, enfin c'est un des problèmes. Alors, pourquoi c'est mieux celui-là? Déjà, A', B', premier entre eux, bon, du coup, ça limite quand même pas mal les possibilités pour les reconnaître. Et ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que A' et B' sont des entiers naturels. J'ai mis Z d'ailleurs, pardon, mais c'est bien N, puisqu'on avait A et B qui étaient naturels déjà. Hein. Donc, ils ne peuvent pas être négatifs. Ce qui veut dire que quand je vais additionner pour trouver 8, je n'ai pas 50 possibilités en fait. Hein. Soit 0 et 8, soit 1 et 7, soit 2 et 6, 3 et 5 ou 4 et 4. Donc, ça veut dire qu'arrivé à ce stade-là, c'est bon, il n'y a plus tant de candidats que ça, je vais pouvoir faire une liste et voir là-dedans après lesquels je garde ou pas. Donc, en utilisant la première condition, là déjà ça, qu'est-ce que ça me donne comme candidat? Ça m'en donne donc un certain nombre, mais pas tant que ça. Donc, j'ai soit 0, 8, 8, 0. Je ne sais plus s'ils les ont pris. Ah non, ils ont pris non nul. Mais non, je suis bête puisqu'on fait un PGCD. Oui. Pardon, donc il n'y a pas en fait 0,8, c'est 1, 7, 7, 1. Ensuite, 2, 6, 6, 2, 3, 5, 5, 3, 4 et 4. Voilà, vous avez bien compris que j'ai mis toutes les possibilités en utilisant la première ligne. Maintenant, si j'utilise la deuxième ligne, donc en fait je déduis, je fais par déduction. La deuxième ligne me dit que le PGCD doit être égal à 1, c'est-à-dire que je dois avoir des nombres premiers entre eux. Donc clairement, celle-là, elle va m'enlever des possibilités, puisque ça, c'est pas possible, ils ne sont pas premiers entre eux. Ça non plus, ça non plus. Donc finalement, il ne me reste que 4 couples possibles de A'B', les 1, 7 et les 3, 5. Cependant, vous n'avez pas tout à fait fini encore, puisque nous, ce qu'on vous demande, c'est le A et le B. Donc il faut encore remultiplier par 27 pour déterminer les valeurs de A et B. Donc, maintenant, j'ai plus qu'à dire comme A égale 27A' et B égale 27B'. J'en déduis mes solutions. Alors, donc quand A' vaut 1, du coup A vaut 27. Quand B' vaut 7, B vaut 7 fois 27, 189. Ça, c'est mon premier couple. Donc, vous voyez, ce sont des couples de solutions. À chaque fois, les solutions, elles vont par deux. Enfin, elles vont par... vous êtes obligé de donner un A et un B pour donner une solution du système. Comme dans la plupart des systèmes, quand vous avez plusieurs inconnus. Donc ensuite, on a le couple inverse. Après, 3 fois 27, donc on est à 81. 5 fois 27, on est à 135. Et on a l'autre
sens, donc 135 et 81. Voilà pour les solutions de A et B. Donc là, on a vraiment, c'est la réponse. Donc j'espère que ça va. On va le refaire sur le 23A, c'est la même idée, mais avec cette fois-ci, on vous donne A fois B. Et on ne vous aide pas, on ne vous quitte pas, mais c'est le même principe. Donc je pars de mon système, je me rends compte que vu que le PGCD c'est 19, je peux écrire A et B comme 19A', 19B'. Là, même principe, je peux donc factoriser mon PGCD par 19. Ok, ensuite, donc A'B', il faut que je divise 10 830 par 19 fois 19. Et ça va faire, de mémoire, il me semble que ça faisait 30. 19 au carré, hop, 30, oui, c'est ça. Donc on a A'B' qui vaut 30 et le PGCD de A'B' qui vaut 1. Bah donc pareil, on va lister toutes les possibilités. Ça en fait pas tant que ça là non plus, hein, sachant que A' et B' sont des entiers naturels, positifs. Donc j'ai soit 1 et 30, bien sûr, 31. Ensuite j'ai 3 et 10, 10 et 3. J'ai 4, ça marche pas. J'ai 5 et 6, 6 et 5. Est-ce que j'en ai oublié? Bah oui, 2 et 15, pardon. 15 et 2. Voilà, je pense que là, on est bon. Voilà, donc j'ai donné toutes les possibilités qui donnent 30. Et donc, alors là, si je regarde ma deuxième contrainte, bah en fait, elle m'en enlève aucun, puisque dans tous les cas, j'ai deux nombres premiers entre eux. Donc je les garde tous pour A et B. Simplement, je vais multiplier par 19, puisqu'on n'oublie pas que A, c'était 19A' et B, c'était 19B'. Donc, si je multiplie par 19, donc là, ça faisait 500... oui, c'est ça. 570. Donc ici, 570, c'est 19. Ensuite, là, je suis à 190, 190. 3 fois 19, on est à 57. Ensuite, 5 fois 19, on est à 95. 6 fois 19, on est à 114. Donc là, on inverse. 2 fois 19, donc 38. Et 15 fois 19, on est à 285. Voilà, donc là, on a toutes les possibilités. Il n'y a plus qu'à écrire la liste des solutions. Donc, vous voyez, ça fait plus peur que ce qu'il y a réellement de travail, hein, je pense. Bon, après, attention, on peut vous mettre en difficulté assez facilement sur des systèmes comme ça. Bon, c'est pas forcément l'objectif non plus de l'enseignement, l'adoption. Mais c'est vrai qu'il suffit qu'on vous mette une soustraction. Déjà, ça va être beaucoup plus compliqué parce que les soustractions, ça donne plus de possibilités, même quand les entiers sont tous positifs. Je vous laisse réfléchir, je vous laisse méditer là-dessus. J'aurais pu. Et là, on va être obligé, on va avoir beaucoup plus de possibilités. On va être obligé de basculer sur des choses un peu plus abstraites. Voilà. 185 et 38. Il y en a beaucoup plus, mais ça reste encore à taille humaine. Voilà qui termine donc notre série d'exercices qui s'annonçait un petit peu longue, qui finalement se fait quand même assez bien, qui vous permet du coup d'être bien à niveau pour les deux groupes et de préparer les exercices qui suivent, le 25 et le 27. Alors 25 et 27 qui sont à préparer vont utiliser plutôt l'identité de Bézout, donc je vous engage à réécouter pour ceux qui l'ont pas, soit qui l'ont écouté un peu rapidement, soit qui ne l'ont pas écouté, n'est-ce pas? Certains se reconnaîtront. Le tuto 2, parce que justement c'est à la fin que j'explique l'identité de Bézout qui peut servir pour les 25 et 27. Voilà, bon courage en tout cas, très très bientôt. Merci pour votre écoute.